Lundi dernier, la Cour suprême du Kenya a peut-être mis un terme définitif à une crise qui n'a que trop duré. Uhuru Kenyatta a vu son second mandat validé par l'instance suprême en charge du contentieux électoral, un jugement accueilli par de nouvelles manifestations de partisans de l'opposition dans lesquelles 2 personnes au moins ont déjà été tuées par balle. Alors que Raila Odinga avait bon espoir de se voir une seconde fois rétabli, la plus haute juridiction kenyane qui avait pris la décision historique sur le continent d'invalider pour irrégularité l'élection du 8 août, déjà remportée par Kenyatta, a estimé à l'unanimité que les 2 recours dont elle était saisie n'étaient pas fondés. Raila Odinga, qui a effectué un voyage de 2 semaines hors du Kenya pour aller notamment quérir des soutiens aux États-Unis, voit une nouvelle fois son rêve de remplacer son rival héréditaire brisé. Ce scrutin, le second, était-il crédible? Si oui, qu'a pu avoir à reprocher au premier la Cour suprême? Quelle posture doit adopter le chef de file de l'opposition, Raila Odinga? Sur quel levier appuyer pour rassembler du moins les Kenyans autour du développement? Comment enterrer à tout jamais les scènes de chaos qui n'ont été que trop vues? Comme bilan macabre, cette crise aura fait au moins 54 morts depuis le 8 août, pour la plupart dans la répression brutale des manifestations de l'opposition par la police. Kenya, réélection de Kenyatta validée, épilogue de la crise politique. Ce sera le thème retenu pour votre débat sur Angle de Vue. À toutes et à tous, merci de nous rester fidèles. Nos invités sont plus tardés. Ce sera juste après ceci. Sur ce plateau, pour en parler, Herman Rodrigue Amégan, bonjour. Bonjour Johannes et bonjour à tous. Vous êtes journaliste, analyste politique. Face à vous, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. La validation de la réélection de Kenyatta, n'est-ce pas surprenant au vu du sort réservé au scrutin du 8 août, Patrick Armand-Pouillon? Ah non, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Vous savez, la Cour suprême, on peut dire le droit, mais elle ne peut pas aller en porte-à-faux de la République. Elle ne peut pas faire accompagner des dynamiques qui ne sont pas porteuses pour le pays, parce que nous oublions que cette Cour, quel que soit le pays, même aux États-Unis et en France, elle a une connotation politique. Donc, ne pensez pas qu'ils vont dire que le droit. Lorsque l'opposition refuse d'aller au deuxième tour, pour des raisons que je comprends, qu'on va évoquer tout à l'heure, lorsque l'opposition refuse d'aller au deuxième tour, à l'élection, et que l'élection a lieu, vous ne demandez pas à la Cour suprême de donner l'impression d'être directeur de campagne de l'opposition en faisant simplement la volonté de l'opposition. Donc, à partir de cet instant, je savais que nous étions partis pour la réélection du président. Et le président, le chef de file de l'opposition, le savait. Parce qu'il a refusé d'aller au deuxième tour pour ne pas gaspiller son argent, parce qu'il a compris que, tel que c'était parti, ce n'était pas évident qu'il puisse gagner. Voilà. Pourquoi invalider un scrutin qui avait reçu le blanc-seing de la plupart des organisations d'observation et validé, celle dont le président de la commission électorale même a déclaré qu'elle ne serait pas crédible? Non, mais vous savez, c'est un peu n'importe quoi au Kenya, parce que vous avez une première élection qui a reçu, je vais dire, la bénédiction de tous les observateurs nationaux et internationaux qui se sont dépêchés sur le terrain. Ils avaient estimé que le scrutin était blanc-seing, comme vous l'avez rappelé. Mais à la surprise générale, le juge David Maraga a invalidé cette élection pour des raisons que nous savons, c'est-à-dire qu'il y a eu des irrégularités dans, dans la compilation et la transmission des résultats. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant, donc quelques semaines avant la première élection, celui-là qui était le détenteur de la clé informatique, celui-là qui avait mis en place le système informatique, Chris Mzando, avait été assassiné. On a retrouvé sur son corps des traces de torture, c'est-à-dire que selon la théorie qui avait été élaborée, l'homme aurait été torturé, on lui aurait donc soutiré des informations et ses codes d'accès pour pouvoir entrer dans le système et modifier maintenant les résultats, parce que les élections au Kenya, le système au Kenya est informatisé. Donc, au vu de tout ce parcours-là, au vu de toutes, les situations qui ont jalonné donc l'élection de Uhuru Kenyatta, ils avaient estimé, au moins le juge Maraga, parce qu'il y avait quand même des juges qui était pour, la validation de l'élection, mais le juge David Maraga, qui était donc le président donc, de cette Cour suprême-là, et quelques-uns donc de ses compères ont décidé d'invalider cela pour dire le droit. Uhuru Kenyatta avait estimé en son temps que ce sont des escrocs,
entre la première et la deuxième élection, les choses ont changé. Le président de la commission électorale lui-même, Wafula Chebukati, qui estime que je veux dire, dans la situation actuelle, son institution ne pouvait pas garantir les élections. Il y a un membre de la Cour suprême, une dame Rose, je crois, qui avait démissionné, qui a déposé le tablier, qui a fui le pays pour pouvoir aller rester aux États-Unis parce qu'elle estime qu'elle n'était pas en sécurité. Raila Odinga, qui refuse de participer aux élections parce qu'il estime que les événements ne garantissaient pas forcément une crédibilité du scrutin. Finalement, le jour du scrutin, il y a eu des bastions de l'opposition où les gens n'ont pas voté, donc le vote n'a pas eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. Il y a eu une faible participation de 39%. Finalement, on valide ce scrutin, je crois, à mon sens, je dirais tout ça pour ça. Voilà. Tout ça pour ça, voilà. Donc, on n'aurait jamais dû valider à mon sens, on n'aurait pas dû valider ce deuxième scrutin. Je serais pour le fait qu'on ne valide pas ce deuxième scrutin, ou du moins qu'on ne fasse même pas le scrutin. Parce que tous les voyants étaient au rouge pour qu'on ne fasse pas le scrutin. Avec tout ce qu'on avait à évoquer, démissions en cascade au sein de la commission électorale, le président lui-même qui estime que son institution, à l'heure actuelle, ne pouvait pas offrir des élections libres et transparentes. Je veux dire, le chef de file de l'opposition, Raila Odinga, qui lui-même dit ou du moins estime que l'institution également ne garantit pas d'élections libres et transparentes. Je crois qu'au regard de tout cela, la Cour aurait dû rebrousser chemin, ne pas demander à ce qu'on n'organise pas les élections. Mais dans ces conditions, on serait rentré dans un autre vide juridique parce que le 1er novembre dernier, la fin du mandat d'Ourou Kenyatta devrait être prononcée. Et dans ces conditions, qui va alors assurer l'intérim? On va entrer dans des considérations politico-juridiques à n'en point finir. Donc, je crois à un moment donné, ils ont évalué le pour et le contre. Et la Cour, a dit le droit, peut-être, mais à mon sens, ce n'était pas le droit. Voilà. Patrick Abonkpoyon, la Cour suprême n'avait pas pu se prononcer, il faut le rappeler, Herman Rodriguez-Mengan, sur la possibilité du report de la seconde élection parce qu'il n'y avait pas de majorité au sein de cette Cour-là. On sait que, il y a une juge dont le chauffeur et garde du corps on lui a tiré dessus. On sait que d'autres juges ont perdu leur passeport, certains n'ont pas pu voyager. En fait, on a l'impression que tout a été orchestré pour empêcher cette Cour suprême d'avoir une majorité pour, je crois, se prononcer déjà sur la possibilité de tenir le second scrutin ou non. Est-ce qu'au vu de tout cela, on peut dire, Patrick Abonkpoyon, est-ce qu'on peut penser que ce sont plutôt les pressions politiques qui ont eu raison de ce scrutin? Il y a eu les pressions politiques, il y a eu les coups bas, il y a eu tout ce que M. Herman est en train de dénoncer, il y a eu tout ça. Mais l'opposition n'a pas pu empêcher ça. Voilà de quoi il s'agit. Et vous ne voulez pas que les juges se mettent en partie, se laissent tuer, se laissent assassiner pour donner raison à une opposition qui n'a pas su s'organiser pour anticiper ça. Et en stratégie, on parle de repli tactique. Lorsque c'est comme ça, on fait un repli tactique et on dit très bien, on prend date. Ce qui se passe en Afrique, je vais vous expliquer, c'est que l'opposition, après avoir perdu les élections, passe tout le temps à se focaliser sur l'élection perdue et ne prépare pas la suivante. Résultat, ce président élu est le seul à préparer les élections à venir. L'opposition continue de contester l'ancienne. Résultat, à l'arrivée, il n'y a pas de stratégie pour empêcher ces coups bas, ces faussetés, c'est ceci. Moi, je dis, nous avons eu énormément de choses et dénonçables, regrettables dans cette élection, mais au finish, il y a un président qui a été élu. Parce que vous avez dit, la Cour n'a pas pu siéger pour empêcher l'élection. Alors, elle a été incapable d'empêcher l'élection. Elle ne peut pas se prononcer sur le fait qu'elle a été incapable d'empêcher l'élection. Maintenant qu'il s'agit de valider l'élection, la Cour a eu le quorum. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a énormément de pression. Je vais vous dire ceci. Vous savez, nous avons en Afrique, quelqu'un donnait l'exemple des États-Unis pour dire on n'aime pas Donald Trump, il y a beaucoup de problèmes, mais Donald Trump respecte les institutions. Oui, parce que Donald Trump n'a même pas le contrôle sur la justice américaine. Donald Trump n'a même pas le contrôle sur l'armée américaine. Donald Trump, il n'a que 25% du pouvoir. Vous comprenez que dans ces conditions, les juges sont carrément indépendants et peuvent faire leur travail. Mais en Afrique où tout est combiné,
dans la main du seul chef d'État. C'est lui qui garantit qui a la sécurité, qui n'a pas la sécurité. C'est lui qui garantit ceci. À partir de cet instant, je vous dis, souffrez que les juges puissent souffler du chaud et du froid. Parce qu'ils ont fait leur travail, l'Afrique a applaudi, et je l'ai dit encore une fois, nous avons un peuple africain qui est irresponsable, qui dénonce, qui critique ceux qui prennent de mauvaises décisions, mais qui ne protège pas ceux qui prennent de bonnes décisions. Voilà de quoi il s'agit. Voilà, le jugement de la Cour suprême n'est pas une surprise, a réagi Raila Odinga dans un communiqué. Il a jugé une nouvelle fois illégitime le gouvernement en place. Herman Rodrigue Amégan, est-ce que c'est une posture ou bien il y a du bien fondé dans ces propos de Raila Odinga? Non, mais écoutez, Raila Odinga lui-même, il a mesuré donc la situation, il savait, il voyait déjà le danger venir. Et vous savez, si Raila Odinga participait à cette élection, du moins à cette nouvelle élection, et que cela aboutissait à la réélection, comme on est en train de le voir, donc de Uhuru Kenyatta, il n'aura pas forcément de moyens de revendiquer. Parce qu'on aurait dit qu'il a participé aux élections et ce sont, je veux dire, les résultats et donc il est mauvais perdant. Donc il est mauvais perdant. On va prendre Raila Odinga dans la posture de mauvais perdant. Mais il savait qu'en boycottant l'élection, eh bien, il allait mettre la communauté internationale à témoin, montrer en réalité, ou du moins pointer du doigt le danger qui est en train de s'orchestrer. Et finalement, lorsque cela aboutirait à la réélection de Uhuru Kenyatta, il aura maintenant assez d'arguments pour pouvoir, je vais dire, s'expliquer, pour montrer effectivement qu'il y a eu fraude, que les élections étaient entachées d'irrégularité. Donc c'était une posture qu'il avait lui-même volontairement choisie. Souvenez-vous, il devrait participer aux élections. Mais à un moment donné, il a refusé de participer à l'élection, mais la commission électorale n'avait pas acté, je vais dire, son refus parce qu'on avait estimé qu'il n'avait pas, je vais dire, suivi la procédure normale, c'est-à-dire un formulaire A4 et tout, bref. Donc finalement, Raila Odinga est revenu sur sa décision parce qu'on avait la même commission électorale avait estimé donc que les autres candidats qui étaient écartés pour le deuxième tour peuvent désormais concourir pour la nouvelle élection, ce qui rendait sa posture fragile parce qu'il savait que lorsque l'élection, du moins lorsque l'élection reprise devrait être jouée entre Uhuru Kenyatta et lui, s'il démissionnait, eh bien, Uhuru Kenyatta n'aura plus de candidat face à lui. Et donc, les membres de la commission électorale seraient obligés donc, de reporter le scrutin. C'était en fait la posture de Raila Odinga. Finalement, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il est en train de dénoncer. Oui, il est en droit de dénoncer ce qui n'a pas marché parce que l'élection ne s'est pas déroulée sur toute l'étendue du territoire national. Alors que quand on parle d'élection, il faut quand même que tous les citoyens puissent aller voter. Aujourd'hui, on nous parle d'un taux de participation de 39%. Le reste de ceux-là qui n'ont pas voté, on estime que ce sont, je vais dire, les partisans de Raila Odinga. On sait que l'homme est très populaire dans le pays. Souvenez-vous de la première élection, quand on avait annoncé la réélection de Uhuru Kenyatta, il y en avait, les jeunes ont pris d'assaut les rues. Nos Raila, nos pistes, c'était le slogan. Aujourd'hui, maintenant que Uhuru Kenyatta est réélu, on a déjà vu des violences qui ont commencé par secouer, par s'observer dans le pays. On a parlé de 3 morts la dernière fois depuis le début de cette élection, du moins de cette succession de faits en ce qui concerne l'élection au Kenya. On a déjà dénombré près de 55 morts, des gens finalement qui sont morts pour rien, on va le dire, parce qu'on voulait des élections libres et transparentes, on voulait des élections crédibles, on voulait que le meilleur gagne, que celui sur qui le peuple a porté l'onction puisse être porté au pinacle. Mais finalement, on a compris que, Uhuru Kenyatta, du moins, a su jouer le jeu. Il a su faire les jeux de couloir comme on le sait, comme on le voit tout en Afrique. C'est le propre des dirigeants africains. On n'organise pas les élections pour perdre. Et c'est justement ce qui, du moins, est en train de s'observer. Moi, ce qu'on s'appelle Nicéphore Soglo. Pas que. C'est une décision. C'est une décision qui a été prise sous la contrainte. Nous ne condamnons pas la Cour. Elle a notre sympathie. C'est ce qu'a ajouté Raila Odinga. Oui, au fait, je vous ai dit ceci. Vous voyez, dans cette situation, je vous ai dit qu'une fois l'opposition africaine apprenne et gagne. Dans cette élection, il y a eu énormément de bêtises que M. Herman vient de dénoncer. Le président est très mal élu, mais il est élu.
Alors, passer du temps à se focaliser sur les éléments de l'élection et tout ça, c'est perdre le temps dans la préparation de la prochaine. C'est ça l'erreur que les opposants font. Ils ont toujours les yeux dans le rétroviseur, au lieu d'avoir les yeux sur pare-brise. Résultat, on ne peut pas regarder le rétroviseur pare-brise au même moment. Je crois que Uhuru Kenyatta, maintenant, doit réunir ses experts pour étudier toute la fraude mise en place, toute la stratégie mise en place. Commencez par anticiper. Comment nous allons neutraliser ceci? Comment nous allons neutraliser ceci? Parce que si on passe tout le temps à pleurer, les autres vont continuer à voler et résultat, il n'y aura jamais d'alternance. Il faut avoir les yeux sur le pare-brise et non dans le rétroviseur. Voilà l'erreur que les opposants font. Moi, je considère que le Uhuru Kenyatta a fait, comment on appelle, l'opposant a fait son combat. Il a fait le combat. Il a été sage de ne pas aller à cette élection où il va encore perdre de l'argent qu'il peut utiliser pour les autres élections. Maintenant, il faut se mettre au travail. Les élections législatives vont arriver. Les élections locales vont arriver. Les présidentielles à venir, ça se prépare dès maintenant. Mais si on passe tout le temps à marcher, à protester, à faire ceci, le gars a la légitimité maintenant. Il a la légitimité des urnes. Donc, à partir de cet instant, ne nous focalisons pas sur le passé. C'est ça l'erreur qui fait que celui qui a gagné les élections gagne. Vous prenez le cas de Nicéphore Soglo dont on a parlé. Le cas de Goulot Jonathan dont on a parlé. C'est des pays où on n'a pas les yeux dans le rétroviseur. C'est des pays où les gens sont focalisés sur la prochaine. Résultat, ils ont réussi à créer la surprise en battant le président au pouvoir. C'est possible si les opposants cessent d'être dans le rétroviseur au lieu de regarder les pare-brises. Voilà, Ebandro Yamengan, cette décision enterre, ou du moins le volet légal de la crise. Est-ce que c'est suffisant pour tourner cette crise au passé? Pas du tout, c'est maintenant que la crise même va commencer. Parce que ne vous attendez pas à ce que Raila Odinga puisse accepter de facto que Uhuru Kenyatta est réélu aussi facilement. Il a dit déjà qu'il ne reconnaît pas le gouvernement, qu'il ne va pas reconnaître le gouvernement qui sera mis en place. Et déjà, moi, je suis en train de voir qu'on va assister à, à une situation un peu similaire à celle du Gabon, où Jean Ping, jusqu'aujourd'hui, refuse de reconnaître la légitimité du pouvoir d'Ali Bongo, ou bien ce que Feu Etienne Tshisekedi avait fait à l'époque avec le président Joseph Kabila, où il est même allé prêter serment chez lui, c'est pas trop. Donc, voyez-vous, on est en train d'aller tout droit vers l'impasse. Parce que le Kenya, vous savez, c'est un pays qui a toujours été malchanceux, on va le dire comme ça. C'est un pays qui a toujours brillé par des violences en matière d'élections. Lorsqu'il s'agit des élections, il y a toujours eu des violences au Kenya. En 92, avec le président David Arap Moi, en 92, il avait, lui, embrayé sur des différences ethniques et a mis le pays à feu à sang. En 97, le même président est revenu, il a encore refait le même coup, on a encore eu des violences. Lorsque cela a conduit finalement les opposants à se réveiller et à amener le président Mwai Kibaki, c'est-à-dire les opposants ont fédéré les énergies pour faire venir le président Mwai Kibaki, les mêmes au pouvoir ont commencé par se manger parce qu'on estime, il y a une partie de l'opposition qui estime qu'elle n'est pas associée donc à la gestion de la chose publique. En 2007, on est retombé dans le même travers. En 2013, à l'élection de Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, on sait ce que ça a donné. Maintenant, en 2017, que le Kenya organise encore des élections, on a encore des violences. Surtout que Raila Odinga sait que c'est sa dernière chance. C'est sa dernière chance, en tout cas, de manière constitutionnelle. Il ne peut plus se représenter. Donc, il ne perd rien, il ne gagne rien. Finalement, il va passer son temps à tirer. Il va passer son temps à devenir un os dans la gorge d'Uhuru Kenyatta. Parce que Raila Odinga ne va pas justement comprendre que c'est Uhuru Kenyatta qui a été élu, quoique frauduleusement. Il va passer son temps à tirer, il va passer son temps donc à provoquer. Donc, au lieu de parler de questions de développement, au lieu de parler des stratégies pour pouvoir développer le pays, Raila Odinga va devenir encore un problème et on va, à chaque fois, il y aura des manifestations, alors qu'on le sait, aucune manifestation n'a jamais augmenté le PIB d'un pays. Aucune manifestation n'a jamais construit des routes. Aucune manifestation n'a jamais permis à un pays d'accéder à une stabilité économique. Au contraire, cela affaiblit le pouvoir en place parce que, vous savez, les investisseurs aussi, lorsque votre pays n'est pas stable, aucun investisseur ne viendra investir dans votre pays. Aucun investisseur ne viendra injecter de l'argent dans un pays qui n'est pas stable. Donc, en tirant sur la ficelle, en demandant
aux jeunes de manifester pour, je vais dire, contrecarrer donc, Uhuru Kenyatta, eh bien, le pays va connaître une instabilité, ou du moins le pays va afficher une certaine instabilité, ce qui fera que l'image du pays sera dégradée à l'extérieur. Les investisseurs ne viendront pas, le pays va rester donc, je vais dire, dans son carcan, et donc on n'aura forcément pas une croissance économique, alors que le Kenya est le levier de l'économie de l'Afrique de l'Est. Le Kenya était parti donc pour être l'un des pays qui prospérait, donc je vais dire, sur le plan économique en Afrique de l'Est. Et aujourd'hui, on est en train de voir, on a vu récemment Uhuru Kenyatta qui avait lancé le transport ferroviaire avec un train, un TGV. On a vu un pays qui avait commencé par prospérer, mais tout ça est plombé par la crise électorale. Et on aura encore une crise post-électorale si on n'anticipe pas très vite. Parce qu'en Afrique, on sait jouer les sapeurs-pompiers. On attend que la crise prenne de l'ampleur avant d'envoyer un médiateur. Au lieu, en amont, d'envoyer un médiateur maintenant, pour pouvoir commencer par régler la crise, eh bien, on va attendre que Raila Odinga commence par mettre le feu dans le pays avant maintenant d'envoyer un médiateur. Et finalement, on va s'embourber dans une crise à un point fini. Finalement, les 5 ans de Uhuru Kenyatta, il va les passer donc à gérer des situations de crise et ce sera bien malheureux. Voilà. Patrick Amampoyon, la violence liée au processus électoral, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer au Kenya? Parce que c'est un phénomène qui sans cesse revient. Est-ce que la démocratie, ce n'est pas fait pour le Kenya? Quel est le problème lié? Est-ce que c'est l'ethnicisation, je ne sais pas si le mot peut s'employer, de la politique au Kenya? Qu'est-ce qui explique ces revers ou ces travers-là? Cela explique ça au Kenya, cela explique ça dans beaucoup de pays. Vous savez, il y a alternance en Europe et aux États-Unis, pas parce qu'il n'y a pas d'irrégularité, parce que les hommes politiques savent comment ça fonctionne. Quelqu'un a été déclaré élu, tu vas te battre 5 ans contre ça. Ça ne modifiera rien. Alors, tu vas passer tout le temps à te battre contre ça et ne pas préparer la prochaine élection quand lui est déjà en train de préparer la prochaine. Vous voyez toutes ces stratégies de torture de chef informatique, de torture ceci, c'est pas prémédité, c'est pas improvisé, c'est calculé depuis des années. L'opposition n'a pas fait ça. Alors, ce qui se passe là-bas, c'est que ça, c'est doublé d'une ethnisation. Vous voyez même le président en exercice, qui parce qu'il y a une décision de la Cour suprême contre lui, a taxé ces membres de la Cour suprême de tous les noms. D'escrocs. On va balayer tout ça. On va corriger tout ça. Vous voyez, nous avons encore en Afrique des hommes politiques qui n'ont rien compris de la démocratie. Mais nous pensons que c'est le peuple africain qui n'est pas prêt pour la démocratie. Vous avez vu quand Raila Odinga a demandé à sa troupe de rester calme, ils sont restés calmes. Ça veut dire que c'est un peuple mûr, mais ils n'ont pas encore les dirigeants qu'ils méritent. Voilà tout le problème que nous avons en Afrique. Dans la mouvance comme dans l'opposition, nous avons un problème de dirigeants, de leaders avisés. Parce que lorsque vous connaissez l'état d'ethnisation avancée de votre pays et que vous volez une élection, et après avoir volé les élections, vous refusez de tendre la main à l'autre dont vous avez refusé l'élection, c'est normal qu'il puisse y avoir des violences. Mais comme Eman l'a dit, je souhaite véritablement que Raila Odinga rentre dans l'histoire en n'étant pas l'homme attendu de violence, mais en étant un homme historique. Pas pour jeter l'éponge, non, mais pour se dire que c'est toujours possible. C'est toujours possible si on s'organise. Les gens saluent la démocratie béninoise. La force de la démocratie béninoise, c'est que nous oublions les élections lorsque la Cour constitutionnelle a tranché. Et nous nous focalisons sur la prochaine élection. Alors que dans les pays de la sous-région et même de l'Afrique, on se focalise tellement sur l'ancienne élection qui a été déjà tranchée et on ne regarde pas devant. Il n'y a aucune élection au Bénin où les opposants se sont focalisés là-dessus. Je dis, allons fouiller en 91, nous allons trouver des choses. Allons fouiller en 96, nous allons trouver des choses. Allons fouiller en 2001, nous allons trouver énormément de choses. Allons fouiller en 2011, ainsi de suite. On trouvera des choses. Mais après que la Cour constitutionnelle ait dit, c'est fini.
Tout le monde s'est calmé et a regardé la prochaine élection. Voilà ce que les opposants africains doivent apprendre à faire pour préparer une élection et pour pouvoir la gagner. Patrick Abampoyon, je reste avec vous. On sait que les bidonvilles de Nairobi, ce sont les régions qui enregistrent le plus de morts souvent. Pour un pays qui est poumon économique de la région, qu'est-ce qui explique le fossé entre les chiffres et le quotidien des populations? Parce que on a le sentiment quand même que le mal-être ou la misère, c'est quelque chose de palpable dans plusieurs endroits, à Nairobi même, pour un pays qui est censé être un poumon économique de toute la région. Ah oui, au fait, c'est parce qu'en Afrique, nous savons projeter nos mauvaises images. On ne projette pas les bidonvilles des États-Unis, on ne projette pas les bidonvilles du Japon, on ne projette pas les bidonvilles du Pérou, du Venezuela. C'est pour dire qu'en réalité, dans tout pays, tant que nous laissons les cadres du Fonds monétaire international nous dire ce qu'est le développement, il y aura des bidonvilles. Parce que les chiffres là, vous allez en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a eu la sagesse de comprendre que 8% de taux de croissance chaque année n'a pas fait le développement des Ivoiriens. Et il est en train de comprendre qu'il faut casser la dynamique des chiffres. Les chiffres sont calculés par qui? Par des gens qui ne connaissent pas les réalités africaines. Donc c'est pour dire qu'il est important que nous comprenions que les chiffres c'est autre chose, mais le réel quotidien. Il y a des choses très simples, moins coûteuses, qui ne coûtent pas grand-chose, qui permettent le développement d'un pays, qui permettent la réussite d'un pays. Il est important que nous puissions investir dans ces choses-là. Donc bref, c'est pour dire, et je voudrais revenir aussi par rapport au débat qu'on a fait, je voudrais dire à nos amis des Nations Unies d'oublier les théories qu'ils ont apprises sur les stratégies. Franchement, c'est ça. Il a dit tout à l'heure, ils n'ont géré aucune crise qui a trouvé solution. On s'enlise dans la crise. Déjà actuellement, on doit envoyer des émissaires là-bas pour dire à Raila Odinga, la Cour suprême a tranché. Il faut que tu comprennes. Et pour dire au président élu, il y a problème. Donc, venez en même temps pour que nous puissions trouver un terrain d'entente. Je vais vous donner un exemple. J'ai formé un haut commissaire, non, un préfet du Burkina pour être coach. Et au Burkina, le préfet est le président du tribunal départemental. Donc, il reçoit un dossier qu'il doit juger. Le monsieur a acheté un appareil à 40 000. Il va à la maison, l'appareil ne marche pas. Il revient dire à celui qui lui a vendu l'appareil, ça ne marche pas. Le gars dit, ok, je suis prêt à te remplacer ça. Seulement, je n'ai plus d'appareil de 40 000. J'en ai de 60 000. Donc, tu complètes les 20 000 et il te donne celui de 60 000. L'autre dit non et va porter plainte. Alors, le monsieur étant coach maintenant, il les reçoit séparément. Il reçoit le monsieur qui porte plainte. Il dit, mon frère, toi aussi, tu devais contrôler avant d'aller à la maison. Hein. Il dit oui. Toi aussi, tu as quelque chose à te reprocher. Il dit oui. Il dit, est-ce que tu ne peux pas payer 10 000 au lieu de 20 000? Perdre 10 000 et prendre l'autre appareil. Il dit, d'accord. Il reçoit l'autre. Il dit, toi aussi, tu reconnais qu'il n'a payé qu'un appareil de 40 000. Il n'a pas voulu un appareil de 60 000. Est-ce que toi aussi, tu ne peux pas payer 10 000 en prenant 10 000 et remettre l'appareil? Il dit, d'accord. La recherche du compromis. Il reçoit les deux. Ils se sont entendus, ils se sont salués. Non seulement il a réglé le problème, mais il a réglé le problème sans en créer un autre. Parce que celui qui va perdre le procès ici va se préparer à faire du mal à l'autre. Donc il est important, les Nations Unies, de grâce, ils n'ont qu'à oublier les théories. Ce qu'ils appliquent là ne marche pas. Ça n'a jamais marché nulle part. Alors qu'ils reviennent à des aspects pratiques de gestion de crise et que nous n'ayons pas encore une crise qui perdure et que le Kenya ne soit pas perdu encore. Evan Rodriguez-Mengon, la violence exagérée reprochée à la police kenyane, qu'est-ce qui la justifie? Mais vous savez que l'armée est aux ordres du pouvoir en place, du moins jusqu'au dernier quart d'heure où l'armée lâche le dictateur ou du moins le président qui est là, un peu comme on le voit actuellement au Zimbabwe. Donc, lorsque le président a l'armée avec lui, écoutez, souffrez justement que lorsqu'il claque le doigt, l'armée puisse réagir. Donc, la plupart de ces actions de l'armée, des policiers, c'est pour pouvoir museler l'opposition. Mais c'était sans compter avec la détermination de ces jeunes-là qui sont prêts à aller affronter les forces de l'ordre pour pouvoir s'extérioriser, pour pouvoir dire non, pour pouvoir porter, je veux dire, leur désaveu par rapport à une situation qui se passe. Donc aujourd'hui, il y a un peu comme une adversité qu'il y a entre la police qui devrait être, je veux dire, des forces de l'ordre de proximité, parce qu'en Europe, dans les pays développés, c'est cela. Quand on parle de la police, en réalité, ce sont les forces de l'ordre de proximité. Mais ici, en Afrique, chez nous, on a l'impression que entre la police et la population,
c'est un peu comme, je vais dire, les populations, ou du moins les policiers, regardent les citoyens un peu comme des adversaires. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des situations de manifestation, lorsqu'il y a des situations difficilement gérables, au lieu de prendre par des canaux, par les voies les plus simples, c'est-à-dire les gaz lacrymogènes, les jets d'eau pour pouvoir disperser les manifestants, on utilise des tirs à balles réelles, s'il vous plaît, sur des manifestants qui n'ont quand même pas d'objet, du moins de quoi vous porter, du moins porter atteinte au physique donc, des policiers. Donc finalement, il y a ce fossé-là, ce grand fossé-là qui se crée entre les policiers et les citoyens. À un moment donné, les citoyens regardent les policiers un peu comme des adversaires. De la même manière, les policiers regardent les manifestants comme des voyous, comme des gens qu'il faut mater, qu'il faut bastonner. Et c'est justement cela, parce que la police veut être aux ordres, donc, je vais dire, du président, ou du moins du pouvoir en place. C'est bien malheureux. Lorsqu'on va comprendre qu'une manifestation ne doit pas en réalité être réprimée par des tirs à balles réelles, lorsque ces manifestants-là ne portent pas sur eux, je veux dire, des armes lourdes, enfin des armes qui peuvent détruire, ou du moins qui peuvent porter atteinte, je veux dire, voilà, à l'intégrité physique des soldats, je crois qu'en aucun cas on ne devrait sortir des armes pour tirer sur les populations comme on l'a vu. Il y a un jeune garçon de 10 ans, ou du moins un jeune garçon qui est sorti pour aller prendre de la glace pour sa grand-mère ou sa maman et qui n'est jamais revenu parce qu'il est tombé donc dans une embuscade, et aujourd'hui finalement ce jeune homme est décédé. Il y a eu des situations comme ça, des cas isolés, c'est-à-dire lorsqu'on vous donne les chiffres, on vous dit d'accord, 52 morts ou je sais pas, 55 morts, c'est vrai. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays, mais on ne ressent pas en réalité l'effet que cela fait. Mais c'est lorsqu'on commence par vous raconter des témoignages, des gens qui ont vu, des gens qui ont été torturés, ou du moins des gens qui ont subi, qui sont molestés et qui viennent raconter leur expérience. C'est là que vous comprenez en réalité la situation qui prévaut. Mais lorsqu'on vous sort les bilans, du moins de manière isolée, on vous dit oui, il y a eu 50 morts, il y a eu 10 morts, il y a eu 20 morts. On ne ressent pas en réalité les faits. Mais c'est lorsque vous vivez des témoignages, ou du moins vous êtes témoin d'une situation où on est en train de molester des manifestants, ou du moins où on est en train de tirer sur des manifestants, parce qu'il y a eu des images sur des télévisions kenyanes qui ont montré des forces de l'ordre en train de tirer sur des manifestants. Et aujourd'hui, la police est en train de réfuter tout cela. D'ailleurs, ils n'ont jamais accepté, elles n'ont jamais accepté, si vous voulez, les forces de l'ordre n'ont jamais accepté qu'elles ont tiré sur des manifestants lorsqu'il y a donc des mouvements d'humeur. Ça a toujours été cela. On conteste à chaque fois les chiffres et donc on rentre dans des considérations à un point fini. Finalement, on classe le dossier quelque part. Ces morts-là, finalement, ils seront morts pour rien. Ils ont voulu de l'alternance. Ils ont voulu que les élections soient libres et transparentes. Ils ont voulu que le président qui sera élu, enfin, soit un président légitime, soit un président qui traduit l'aspiration du peuple. Mais finalement, ils sont morts pour une cause. Est-ce qu'on va les appeler des martyrs? Je ne saurais le dire, mais ils sont morts quand même. Ceux-là, ils sont morts peut-être pour la liberté, ils sont morts pour la transparence et leur mémoire doit être saluée. Patrick Abampouyon, je voudrais rappeler peut-être sur ce pan-là du débat qu'on oublie parfois que beaucoup de gens sortent avec des pierres pour aller en découdre avec les forces de l'ordre. Est-ce qu'un policier, est-ce qu'un militaire doit se laisser attaquer parce qu'il y a manifestation? Très belle question, et ça me permet de dire qu'en réalité, les policiers en arrivent à réprimer les manifestations parce que les leaders de l'opposition n'ont pas compris le fonctionnement de la police et le fonctionnement de l'armée en Afrique. Sinon, l'armée africaine, la police africaine n'a rien de différent à la police française, à l'armée française. Ils ont prêté serment pour défendre la nation. Tant que le président représente la nation, ils vont lui obéir. Mais le jour où ils estimeront que le président est celui qui est l'opposé de la nation, c'est ça qui fait que parfois on salue brusquement l'exploit de la police et de l'armée zimbabwéenne, alors que non, ça fonctionne comme ça. Mais n'ayant pas compris ça, on s'attaque à eux, au lieu de s'attaquer au régime. Au lieu de s'attaquer au chef de l'État, on s'attaque aux policiers. Vous croyez que quand un leader de l'opposition dit à chacun son policier, à chacun son militaire, chacun n'a qu'à tuer un militaire, chacun n'a qu'à tuer un policier. Vous croyez que Herman a dit tout à l'heure que ces gens-là sont morts parce qu'ils veulent élection propre? Non, non, non. Ils sont morts
parce qu'ils veulent défendre leur leader. Parce que si c'est leur... Non, monsieur Eman, une aspiration. Monsieur Eman, si c'est leur leader qui avait gagné, frauduleusement, il ne serait pas sorti pour réclamer la démocratie. Je ne dis pas tout le monde, mais je dis, on ne peut pas mettre tous ceux-là dans le même sac et dire, ils sont morts pour avoir une élection propre. Non, ils sont morts parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une situation ethnique où chacun défend le leader de son ethnie. Donc, c'est-à-dire qu'il est important que nous puissions comprendre. La police n'a même pas de porte-parole dans nos pays. Des gens qui peuvent expliquer. Parce qu'il faut éduquer le peuple. Il faut expliquer au peuple le fonctionnement de la police. Il faut expliquer au peuple le fonctionnement de l'armée. Parce que si on n'explique pas ces choses, les gens pensent que la police... Ben, écoutez, vous voyez dans le recrutement là, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Vous voyez, je vais vous faire rire. Au Bénin, on vient de lancer un recensement. Je sais que l'État veut contrôler le recensement, comme dans tout pays dans le monde. Mais ils ont recruté plein de personnes qui sont de l'opposition parce qu'il n'y a pas une carte d'identité des gens de l'opposition et des gens de la mouvance. Donc il y a toujours dans la police des gens, mais tant que la nation, tant que les gens sortent pour casser les édifices publics, tant que les gens sortent pour s'attaquer à d'autres populations, la police a l'obligation de s'interposer et de faire mettre de l'ordre. Voilà de quoi il s'agit. Donc il faut que nous comprenions cela pour savoir, parce que vous voyez, nous avons des chapelles politiques qui n'ont même pas un stratège en termes de militaire, en termes de police, en termes de ceci. Et on s'attaque à la police. Non, quand la police se sent en danger, elle va se défendre. Mais pas forcément en tirant à balles réelles sur des populations qui n'ont peut-être Faites la même chose en France et vous allez voir qu'en France, on va tirer de la même manière. Faites la même chose aux États-Unis. Le président Trump a même applaudi des gens qui ont tiré sur la population. C'est-à-dire, vous voyez la différence entre ces pays et nos pays, c'est que les institutions sont suffisamment codifiées, organisées pour ne pas répondre. Parce que vous savez, aujourd'hui, vous prenez le président américain aujourd'hui, Donald Trump, il est pire que les chefs d'État africains. Le problème simplement, c'est que le pays est tellement bien calé, les tests sont bien rodés. Et c'est ça qui fait que le pays ne dérape pas. Sinon, Donald Trump n'a rien d'inférieur à... Je n'ai même pas vu un dictateur de la trempe de Donald Trump en Afrique. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les chefs d'État, les États-Unis, le président n'a que 25% du pouvoir. Aujourd'hui, nous avons fait des constitutions que les chefs d'État ont contournées et ont maîtrisé toute la structuration de l'État. Résultat, il faut réfléchir à ça au lieu de sortir dans la rue pour tout casser. Oui, moi, vous savez, je reste toujours droit dans mes bottes. J'estime que pour des manifestations, pour des gens qui n'ont pas sur eux des armes lourdes, qui n'ont pas sur eux des fusils et qui ont commencé par tirer sur des soldats, je crois qu'on peut les disperser à coups de gaz lacrymogène, on peut les disperser avec des jets d'eau. Au pire des cas, on peut utiliser des balles en caoutchouc. Mais lorsqu'on sort des armes pour tirer à balles réelles sur des populations qui n'ont peut-être pas des armes sur elles, je crois que cela est condamnable. Je crois qu'il faut condamner cela. Il ne faut pas permettre que des gens meurent de cette façon parce que, c'est vrai, ils sont sortis pour pouvoir défendre leur leader, pour pouvoir, je vais dire, dire haut, je vais dire, leur désapprobation vis-à-vis d'une situation qui a lieu dans le pays. Je crois qu'il faut les laisser manifester. Maintenant, aux opposants également, de savoir contrôler, je veux dire, la fougue de la jeunesse. Parce que quand on parle de la jeunesse, c'est la tranche d'âge où les jeunes ont encore une certaine force, une certaine fougue. Et donc, c'est lorsque cette fougue-là n'est pas maîtrisée, c'est lorsque toute cette énergie-là n'est pas canalisée donc, par les leaders de l'opposition, que les jeunes se mettent dans la rue et font un peu n'importe quoi. Si Raila Odinga dit à ses partisans ou à ses militants, eh bien, manifester dans le calme, manifester donc dans, je vais dire, la quiétude, je crois qu'il y aura qui vont respecter cela, il y aura qui vont suivre le mot d'ordre. Toujours est-il qu'il y a des filous qui se dissimulent donc dans la troupe pour pouvoir faire un peu n'importe quoi. Ceux-là, on peut les arrêter et pouvoir donc, je veux dire, les remettre un peu à l'ordre, comme on le dit. Voilà, cela appelle donc aussi à la responsabilité. Au sens de responsabilité. Des opposants qui, souvent, on le sait, aucun leader opposant ne meurt dans une manifestation. Jamais. C'est toujours les populations qui subissent les affres donc des appels à manifester. On sait que Uhuru Kenyatta sera investi le 28 novembre. A priori, pour un nouveau mandat, quel type de discours devrait inspirer le dirigeant kenyan aujourd'hui? Un discours d'apaisement. Un discours d'apaisement, il faut avoir la victoire très modeste.
parce que ce n'est pas une victoire en tant que telle. Il faut avoir une victoire très modeste, il faut tendre la main. Et il ne faut pas rester dans les postures. Je crois que les dirigeants africains doivent comprendre qu'ils sont à un carrefour historique où ils peuvent rentrer dans l'histoire. Tout le monde a salué Nelson Mandela, mais aucun dirigeant africain n'est en train de s'inspirer de Nelson Mandela. C'est un monsieur qui avait tout pour briser ses adversaires, mais il a tendu la main. Aujourd'hui, les autres n'ont même pas les moyens de briser leurs adversaires, mais ils sont en train de vouloir les briser. Nous devons aimer ce continent, nous devons aimer nos pays, nous devons cesser de jouer les forts. Non, c'est quand on est fort qu'on doit tendre la main aux autres. Il faut que ce soit un discours dans ce genre. 39% de participation, 98% des voix, un score soviétique. Devrait-on être fier aujourd'hui dans la peau de Uhuru Kenyatta de cette élection-là? Et sinon, que devrait-on faire? Non, mais écoutez, Uhuru Kenyatta lui-même ne devrait pas être fier de cette réélection parce que ce n'est pas une réélection à la Paul Kagame. Paul Kagame, on le sait, il a eu 98%, mais avec un taux de participation de près de 80%. Paul Kagame a été, je vais dire, porté à la magistrature suprême. Donc, ici au Kenya, on sait tous, on connaît toutes, on ne va pas rappeler encore les situations qui ont jalonné donc, cette élection. Uhuru Kenyatta, c'est un monsieur, lorsqu'on entend parler, il y a beaucoup d'insalubrité lexicale dans ses propos. Il va falloir à un moment donné qu'il se canalise donc un peu et sache qu'il est un président de la République, traiter des juges d'escrocs, traiter Raila Odinga de tous les noms d'oiseaux, je crois que ce n'est pas forcément bien. Il va falloir maintenant qu'il donne un discours d'apaisement, un discours de main tendue à l'opposition. C'est vrai, devant tout le monde, devant micros et caméras du monde entier, il va dire ouais, qu'il appelle les opposants, à venir travailler avec lui. Mais dans le fond, on sait qu'il ne le fera pas. Dans la pratique, il ne va pas forcément tendre la main à l'opposition. Et tant que ce sera comme ça, je crois que ça ne va jamais marcher parce que en l'état actuel des choses, il faut, tendre la main à l'opposition vraiment et véritablement pour que l'opposition se sente concernée. Parce que lorsqu'à chaque fois l'opposition va se sentir exclue, eh bien, elle va toujours continuer par vociférer, par crier, parce que les oppositions en Afrique, du moins les opposants en Afrique, c'est ceux qui savent faire le mieux. Et c'est justement sur ce point que Ali Bongo a essayé de réussir. Parce que lorsqu'on l'a porté au pouvoir, Champing a commencé par vociférer. À un moment donné, il a organisé son dialogue. Il y a eu des gens du camp de Champing qui sont partis donc, à ce dialogue. Et finalement, on leur a trouvé des postes. Ils ont délaissé Champing. Champing s'est retrouvé un peu fragilisé dans sa peau. Il est devenu seul contre tous. Donc si, Uhuru Kenyatta arrive à réussir ce coup également en mettant les ténors de l'opposition avec lui, même sans avoir Raila Odinga, dans sa posture, va se retrouver fragilisé parce que ne perdons pas de vue également que Raila Odinga est le porte-parole de l'opposition d'une coalition d'opposition. La NASA. Donc, la NASA, donc c'est une coalition. Et donc lorsque les ténors, ceux-là qui vont travailler dans leur région pour pouvoir mobiliser la foule, lorsqu'il y aura des gens qui vont aller du côté d'Uhuru Kenyatta, c'est-à-dire que Raila Odinga est en train de perdre donc, du terrain, il est en train de perdre donc, de la popularité et finalement, il va se retrouver seul contre tous, un peu comme Jean-Ping l'est aujourd'hui au Gabon. Voilà, Odinga a annoncé le lancement d'une campagne de résistance nationale faite de boycottage économique, de piquets de grève pacifique et d'autres formes légitimes de protestation. Patrick Avampouillon, que proposez-vous aujourd'hui? Non, je crois que je n'encourage même pas le président à vouloir piocher dedans. Je crois qu'il faut traiter directement avec l'opposition parce que Raila Odinga est le chef d'une ethnie. C'est-à-dire que si même il perd tout politiquement, il est capable de mobiliser ses troupes. Il faut discuter avec lui. La deuxième chose, c'est que lui aussi doit accepter la main tendue parce que l'expérience de Ping n'est pas concluante. Alors, l'expérience de Tshisekedi encore moins. Je suis sûr que Tshisekedi aurait été vivant aujourd'hui s'il n'avait pas fait cette prise de pouvoir, prêter serment à son domicile avec isolement, interdiction de sortie, tout ça, ça a dû jouer sur sa santé. Je crois que véritablement, il faut que le président tende la main et que le Kenya s'en sorte. Voilà. Et surtout que les deux personnages puissent contrôler leur ego surdimensionné. Voilà. Merci beaucoup, Herman Rodega-Mengan. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Face à vous, Patrick Avampouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. Messieurs, merci. Kenya, réélection de Kenyatta validée, épilogue de la crise politique. Nous espérons vous avoir satisfait quelque peu. D'ici là, portez-vous bien. Merci de rester fidèle à Sika. À très bientôt.